Bonjour, aujourd'hui on va construire cet outil de A à Z. J'ai choisi pour vous un exemple de gestion de portefeuille parce que tous les concepts peuvent être transposables à n'importe quel business. Que vous suiviez des stocks en logistique, des quotas de vente ou des effectifs RH, la mécanique sera toujours la même. On va commencer par un nettoyage des données, puis on fera une modélisation en étoile dans Power BI, et on finira par du DAX conditionnel pour l'aide à la décision. Précision importante, cette vidéo est la version standard. On va bâtir l'outil complet de l'import à la visualisation. Pour les fonctionnalités plus avancées, comme par exemple les stress tests, j'ai réservé ça à la version expert qui est disponible dès maintenant dans l'espace membre de la chaîne. Mais rassurez-vous, ce qu'on va faire ici couvre déjà 90% des besoins professionnels. Allez, on perd pas de temps, on part importer les données. Alors nous voilà donc dans notre fichier Power BI où on va donc procéder par étapes. 1. J'importe les données dans Power Query et je les clean. 2. Je les amène dans Power BI et je les modélise. Et 3. Je crée mes visuels dans la partie Data Vis. Donc Data Vis pour Data Visualization. Je commence par l'étape 1, je vais dans Obtenir des données, plus, et je vais lui demander d'aller chercher mes données dans un dossier. Je mets Me connecter. Cette fenêtre s'ouvre alors, je mets l'adresse de mon dossier et je fais OK. Voici ce qu'il trouve dedans, donc on a un fichier objectif, position, référentiel actif et taux de change. Je vais cliquer sur Transformer les données. Bien entendu, c'est des données fictives que j'ai générées moi-même avec mes petites mains. Donc il n'y aura pas non plus un nombre de données impressionnant. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve donc des fichiers binaires. Les fichiers binaires, c'est jamais que les fichiers TXT qui sont en dessous et qu'on va devoir transformer en données. Petite parenthèse à ce stade, je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire une partie standard, une partie réservée aux experts. Dans la partie standard, je vais quand même vous donner des tips experts, et dans la partie expert, voilà, je vais vraiment vous montrer comment pousser vos données plus loin et comment faire quelque chose de très robuste. Pourquoi je fais ça? Pour me permettre aussi de continuer à développer la chaîne. Si d'ailleurs vous voulez soutenir la chaîne, vous avez plusieurs abonnements. Celui qui vous donne accès aux vidéos experts, qui est l'abonnement expert, et vous avez juste un abonnement qui vous permet de soutenir financièrement la chaîne en faisant, je sais plus, des petits smileys ou des autocollants, je n'ai pas tout compris sur ça. Et autrement, si vous ne pouvez pas soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à commenter les différentes vidéos, ça fait toujours plaisir et ça montre que mon travail sert à quelque chose. Ok, maintenant je continue une fois que j'ai dit ça. Donc ces binaires, je vais donc les transformer en fichiers exploitables. Donc théoriquement, ce que les gens feraient, ils vont faire par exemple les deux petites flèches. On va ouvrir normalement ce truc-là, on met OK. Et là, boum, là on voit tout de suite le problème, on n'a que 3 colonnes. Si je vais par exemple sur mes positions, ça marche pas, il me manque des données. Pourquoi? Parce qu'il a pris le premier fichier en guise d'exemple, il s'est trompé, donc voilà. Ça ne fonctionne définitivement pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dupliquer ça. Et je vais supprimer. Hop, hop, hop. Annuler, hop. Donc je supprime tout ce qu'il m'a fait. Ça, je supprime aussi. Puisqu'on ne va pas le traiter comme ça. Et je vais précisément vous donner un tuyau, si je peux dire, d'expert. Donc là, ce fichier, déjà, je vais l'appeler, on va commencer par mes positions. Donc je vais faire position ici. Et c'est parti. Au lieu de cliquer sur les deux petites flèches ici, je vais zoomer avant pour que vous puissiez bien voir. Je vais cliquer sur FX pour m'ouvrir le langage M, la barre de formule ici. Et là, je vais lui dire Power BI, enfin Power Query en l'occurrence, tu es très sympa. Mais en fait, cette table source, j'aimerais que tu la transformes. Donc, il parle à l'envers en fait. Donc, on va lui dire, est-ce que tu peux transformer cette table source? Donc là, normalement, alors transformer, d'ailleurs, c'est une colonne que je veux transformer. Donc, est-ce que dans cette table source, tu peux transformer une colonne? Quelle colonne je veux transformer? Je veux transformer la colonne dans laquelle il y a le binaire, donc c'est ma colonne content. Et quel type de transformation je veux faire? Et pour chaque document CSV, donc c'est mes documents texte que tu vas trouver. Donc chaque, je mets un underscore. Dans mes vidéos, vous avez une vidéo qui explique un peu le underscore. Donc pour chaque ligne que tu trouves dans ma table Contents et sur lequel tu as un fichier binaire, est-ce que tu peux le transformer? Et pour le transformer, tu vas avoir un délimiteur qui va être égal à un point virgule. Et tu vas également avoir un encoding qui va être égal à 1252. Voilà, une fois qu'on le sait, le 1252, on le sait. Voilà, la plupart du temps, c'est ça.
Et si vous ne le savez pas, vous utilisez la requête d'assistance comme je l'ai fait juste avant, vous récupérez dans le code l'encoding, vous supprimez la requête d'assistance et vous le mettez dedans, ça vous permet de retrouver ça. Si je mets OK maintenant, vous allez voir ici, donc j'ai bien, si j'arrive à redescendre, voilà, j'ai bien sur ma première table, position ici tout qui apparaît, mais vous voyez ça se met bien entre guillemets, ça prend le bon nombre de colonnes. Ici c'est pareil, ici c'est pareil. En revanche, comme vous pouvez voir, ma première ligne n'a pas été détectée comme en tête, donc on va devoir lui dire « Hey, tu es sympa Power Query, mais peux-tu » Je vais juste aller aussi, on va aller dans l'éditeur avancé. C'est plus sympa pour travailler en fait, parce que du coup je peux faire table, hop, et mieux ordonner. Hop. Donc là, ici, je vais OK, je mets CSV document, mais est-ce que tu peux également lui faire un table.promote headers? OK, donc ça veut dire, est-ce que tu peux, dans ce CSV document, promouvoir les en-têtes? Donc là, normalement, il va me dire oui, c'est toujours pareil. Je ferme ma parenthèse de promote header, je ferme mon accolade ici de source, et je ferme cette parenthèse de transform colonne. Je mets OK. Et là, on voit, boum, ça y est, sur chacune de mes tables, j'ai bien mes en-têtes qui sont promues. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet voilà, d'être bien. Alors maintenant, c'est là où en revanche, on va un petit peu séparer les mondes entre le standard et l'expert. Donc niveau standard, déjà on commence. Comment est-ce que je fais pour récupérer mes noms de table et déplier? Très simplement, déjà, je vais prendre ça. Je vais mettre supprimer les autres colonnes. Ici, je vais conserver position. Hop. Donc voilà, j'ai position, j'ai ma table. Je déplie mes colonnes. Et voilà. Donc j'ai mon fichier qui est parfait. On s'occupera ensuite des data types. Mais là, déjà, vous voyez que tout est bon. Et ensuite, je vais dupliquer. Donc là, ici, position, je reviens juste à droite avant. Et au lieu de filtrer sur position, cette fois, je vais filtrer par exemple sur objectif. Donc là, j'ai objectif, je supprime content. Je vais d'ailleurs le dupliquer maintenant. Hop, hop, comme j'ai 3 tables. Donc ici, on la renomme, ça va être objectif. Voilà. Ici, pareil, on va prendre, alors je vais position objectif, on va prendre référentiel actif. On le renomme, ref actif. Et ici, on va enfin prendre taux de change, et ici je vais l'appeler taux de change. Je retourne dans mes objectifs, je déplie ma colonne. Ici dans référentiel actif, je déplie mes colonnes. Et dans taux de change, je déplie mes colonnes. Ok, donc ça y est, là j'ai bien tout. Soit on garde name, soit on le supprime, ça c'est un peu comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez toutes les données qui sont nécessaires pour travailler. Je vais aller sur le dernier, je vais faire Shift, je vais cliquer droit, je vais faire déplacer vers le groupe. Donc ça aussi, vous pouvez organiser vos requêtes comme ça. Je vais mettre standard. Description permet le chargement des données dans Power BI en standard. Ok. Et là, vous allez voir, j'ai un dossier qui apparaît. Ok. Donc là, maintenant, ça, je vais dupliquer. Je le sors. Et on va passer à la partie expert. Donc nous revoilà sur notre partie standard. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier nos formats, voir si tout est OK. Donc déjà sur nos formats de données, je sélectionne ma première colonne, je vais tout au bout, je fais Shift, clic droit, et je sais plus si c'est clic droit d'ailleurs. Alors là, c'est pour modifier le type, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire. Donc ce n'était pas clic droit, je vais aller sur transformer et détecter le type de données. Il veut pas me... Voilà. Donc là, ça y est, il a détecté le type de données, mais il l'a mal détecté pour ces 3 colonnes. Donc on va le modifier. Ici, c'est bon. C'est bien du numérique. Ici, en revanche, ce n'est pas bon. Je vais le modifier. Alors comment est-ce que je le modifie? Parce qu'en fait, vous voyez, on a un point à la place d'avoir un nombre, en fait. Donc c'est pour ça qu'il l'a détecté en texte. Donc là, c'est très simple. Je vais faire clic droit,
modifier le type et je vais aller sur utilisation des paramètres régionaux. Ici, je vais mettre nombre décimal et dans les paramètres régionaux, je vais aller chercher anglais, États-Unis. Anglais, États-Unis, je mets OK et là, boum, ça y est, c'est bon. OK. Ici, je vais prendre donc, directement dans la formule, au lieu de le refaire manuellement ici, vous mettez une petite... Alors là, je vais à la ligne pour que ce soit toujours plus clair. Je mets une petite virgule à la ligne, je colle, et là, cette fois, je vais mettre prix de revient underscore unitaire. Et boum. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. On l'a fait en une fois en plus, hein, donc ça c'est plutôt bien. Donc à ce niveau-là, on est OK. Objectif, bah, on va faire la même chose. Si je sélectionne directement les deux, je fais utilisation des paramètres régionaux. Donc pareil, là je vais un peu plus vite, hein, forcément. On va aller sur nombre décimal. On va aller pareil sur anglais, États-Unis. Alors, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent. Je prends toujours anglais, États-Unis parce que je sais que ça marche. Donc là, ça y est, boum, c'est bon. Le reste, on peut le mettre ici en texte, mais c'est pas très important parce qu'on va pas faire de calcul de toute manière dessus. Ici on regarde, est-ce que tout est OK? Ça m'a l'air OK. C'est-à-dire c'est que du texte, hein, donc je m'embête pas quand c'est que du texte. Et ensuite en taux de change, ça c'est du texte, ça c'est du texte. Ça en revanche, on va faire pareil. Utilisation des paramètres régionaux. On va mettre nombre décimal. Anglais, États-Unis. Anglais, États-Unis, hop, hop, voilà, là ici, c'est bon. Alors maintenant, on va avoir on va devoir fusionner les positions qu'on a ici avec notre taux de change, c'est-à-dire on va ramener dans ce taux de change-là, dans ces positions-là, on va ici ramener notre taux de change pour ensuite pouvoir les exploiter plus facilement, pour pouvoir exploiter le modèle en étoile. Si on ne faisait pas ça, on serait obligé finalement le taux de change de passer par référentiel actif et de passer par position en termes de modélisation. Donc vous auriez la table référentiel titre, votre table position, et au-dessus vous auriez votre table référentiel change. Donc en fait c'est un modèle en nuage. Power BI n'aime pas trop ça, il préfère les modèles en étoile. Il préfère les relations directes, c'est-à-dire que taux de change va taper directement dans position. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire en rapportant ça. Avant ça, on va faire une petite pause expert pour vous montrer quelque chose là pour le coup de très expert qui est plutôt cool. Donc on passe rapidement à la partie expert. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est dans les positions ici, on va vouloir rapatrier notre taux de change. Donc comment est-ce qu'on fait? On va aller dans position et je vais aller sur accueil et je vais vouloir chercher fusionner. J'ai l'impression que mon Power BI est quand même bizarre aujourd'hui. Il est trop gros, du coup je retrouve pas mes trucs. Mon bandeau est trop gros. Bon, fusionner des requêtes. Vous voyez bien tout sur l'écran, oui c'est bon. Je sélectionne d'abord ma table, donc je lui ai dit que je voulais avoir mon taux de change sur la date et la devise. Donc là je vais sélectionner ma date. Ah bah non, ça marche pas parce que ici, regardez, je n'ai pas la devise. Donc d'abord, il va falloir que j'aille récupérer la devise de la table référentielle. Donc je vais prendre mon référentiel, je vais sélectionner l'ISIN et je vais aller rapatrier ma devise. Je mets OK. Ici, j'ai ma table référentielle, donc du coup, qui apparaît. Je clique là-dessus, j'ai toutes mes colonnes et je fais OK. Sauf que c'est pas ce que je veux, je sais pas pourquoi je sélectionne toutes les colonnes, n'importe quoi, je veux que la devise. Hop. Et voilà, j'ai ma devise ici qui apparaît. Donc là, maintenant, c'est cool. Je peux faire une deuxième fusion. Je vais faire fusionner des requêtes, fusionner des requêtes. Et là, cette fois, je vais prendre ma date et ma devise. Et je vais aller récupérer dans mon taux de change ma date et ma devise. Je mets OK. Et là, poum, je vais avoir le taux. Ok. En fait, je vais pas faire ça parce que ce que je vais faire ici pour que on ait quand même les mêmes infos, je vais récupérer deux taux de change. Donc je vais aller sur fusionner des requêtes. Je vais faire donc ma date et ma devise, sauf que je vais aller dans la table expert pour le coup, et je vais prendre ma date
et ma devise, et je vais prendre le taux vers haut et aussi le taux J-1. Je clique là-dessus et je prends le taux vers haut et le J-1, ce qui nous permet directement d'avoir le taux J-1 en taux de change. Ça nous permettra de faire des calculs. Donc c'est plutôt cool et comme ça on est au même niveau. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que là sur la partie Power Query, on est plutôt pas mal. Je vérifie qu'on a bien tout ce qu'il faut. De toute façon, si on n'a pas ce qu'il faut, on pourra toujours revenir en arrière. Ok, donc il nous reste plus qu'à aller dans fermer et charger. Je fais fermer et charger, fermer et appliquer, pardon. D'ailleurs, je suis pas dans Excel, donc c'est fermer et appliquer. Je clique là-dessus. Les tables se chargent. Et ça y est, on a sur notre droite ici l'ensemble finalement des différentes tables. Donc là, on est plutôt bien. Donc j'ai changé le thème du mode sombre, je suis passé au mode clair parce que je trouvais qu'il y avait certaines icônes qu'on voyait pas bien. Donc là ici, d'ailleurs on voit toujours pas super, mais c'est pas grave. Je vais aller sur vue de modèle qui est ici. Je clique dessus et là on voit que automatiquement Power BI m'a déjà fait certains modèles. Donc ce que je fais, c'est que toutes mes tables dans lesquelles j'ai les données, je les descends. Donc ça, pour moi, ça veut dire taux de change, va filtrer ma table position. Si je le mets comme ça, objectif expert, c'est objectif. Est-ce que j'ai d'autres tables qui traînent ici? J'ai référentiel expert, référentiel actif, position expert. Ok, donc tout ça m'aide pas beaucoup. Ce que je veux déjà, c'est supprimer toutes ces relations qui ne me servent pas à grand chose. Donc j'appuie juste sur supprime, parce que les relations qui ont été mises automatiquement, généralement ça m'embrouille plus qu'autre chose. Donc je les supprime sans me poser de questions. Je préfère le refaire de manière clean de mon côté. Ok. Bon, la partie en plus expert, c'est toujours embêtant là d'avoir les tables en double, je dois avouer. Donc on va travailler que avec les normaux maintenant. Objectif, ça va être ici. Taux de change, on va l'avoir ici. Référentiel actif position. Ça, celui-là, on s'en fiche. On s'en fiche. Et c'est bon, ok. Donc là, ce qu'on va vouloir faire maintenant, je vais cliquer sur le petit plus. Et ce que je peux faire, c'est avoir une relation entre ma table position, tout bêtement, et ma table référentiel actif. Et je vais mettre le expert, même si après, ça ne sert pas à grand-chose. Ok. Non, d'ailleurs, je vais pas mettre le expert parce que ça va être plus long à taper en termes de formule. Donc je vais mettre le référentiel actif parce que c'est le même. Ok, donc là, ça y est, c'est bon. Et maintenant, il va falloir que je crée une relation. Et je vais créer une relation sur le code isin. Donc je clique gauche et je descends comme ça vers le code isin. Ok. Là, il m'ouvre ça en disant tu veux faire une nouvelle relation entre code isin et code isin. Donc c'est vraiment marqué à partir de la table référentiel actif et du code isin vers la table position. Code isin, tu as une cardinalité de 1 à plusieurs, c'est-à-dire que dans mon référentiel actif, isin apparaît systématiquement qu'une seule fois, et c'est toujours à sens unique, donc c'est le référentiel actif qui va aller filtrer les positions. Je mets enregistrer, et là j'ai la relation qui apparaît ici. Je suis bon pour continuer. On va maintenant créer des formules. Alors, pour créer des formules, on peut faire tout bêtement une mesure, donc je vais faire nouvelle mesure. Il va m'ouvrir ce petit tableau qui va me permettre. Est-ce que j'arrive à faire des zooms avant? Oui, voilà. Qui va me permettre de taper exactement comme dans Excel les mesures. Donc là, ma première mesure, ce que je vais vouloir faire, ça va être par exemple calculer mon ce qu'on appelle l'AUM, donc l'actif managé. Donc je vais marquer AUM. Pour mon AUM, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction SUMX. Donc je vais marquer SUMX. SUMX, ça va me permettre... En fait, je vais pas le faire ici, parce que du coup, vous voyez pas. Je vais aller plutôt là. Hop, je vais aller dans position. Et là, je vais refaire une nouvelle mesure. Hop là. Et je vais refaire un zoom avant. Ok, et donc on le refait. AUM, AUM. Et comme je disais, ici, on va faire SUMX. Et ça vous permet, pour chaque ligne, de faire le calcul de A multiplié par B, ensuite on passe à la suivante, A multiplié par B, ensuite la suivante, A multiplié par B. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne fait pas en colonne, il le fait vraiment ligne par ligne. Donc du coup, ça vous permet d'avoir les totaux ligne par ligne également. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir dans ma table position, donc ici,
Ça m'embête qu'ils me mettent ça ici en gros comme ça, parce que du coup on voit plus ce qui est marqué. Voilà, tableau c'est donc position. Donc je vais mettre mon tableau position. Et qu'est-ce que je veux sur mon tableau position? Je veux prendre la quantité. Ah, d'ailleurs, je n'avais pas fait attention, mais j'ai un encoding qui est particulier. Là, il faudra que je fasse attention. Bon, c'est pas très grave. La quantité multipliée par... Qu'est-ce que je veux multiplier par quoi? Par le prix. On va prendre le prix de marché. Prix... Je sais pas pourquoi j'ai mis multiplier n'importe quoi. C'est une étoile. Je suis fatigué. Prix de marché. Ok, donc là, normalement, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer notre taux de change. Donc, multiplié par le fameux taux de change qu'on a ramené. Taux de change pour avoir tout en euros. Je ferme ma parenthèse, je fais OK. Donc là, maintenant, j'ai mon AUM qui est présent. Si je vais ici et que je clique AUM sur le rapport et que je le mets sous format de table, on voit qu'en tout cas, dans mon exemple, j'ai 112 millions d'AUM. Maintenant, si je veux par code ISIN, je vais l'avoir directement ici, juste en faisant un copier-coller, hein, enfin un glisser en fait, je glisse. Donc là ici, j'ai mon AUM par ISIN. Bien entendu, je peux rajouter mon portefeuille, et là je vais avoir l'AUM par code ISIN par portefeuille. Voilà, bon, j'ai des valeurs qui sont bizarres, mais comme je vous dis, c'était vraiment... Et manuellement, donc du coup forcément les valeurs veulent pas dire grand chose, mais ça vous donne l'idée finalement de ce que je viens juste de faire. Donc là j'ai mon AUM, c'est pas stocké, donc ça veut dire que forcément en termes de performance, c'est super, parce que comme la formule n'est pas stockée, elle est calculée à la volée, ça va pas ralentir l'ensemble du modèle. Donc ici j'ai mon AUM, là je vais juste... J'étais en train de me dire, est-ce que ça c'est du mode de l'expertise ou pas? Non, je vais vous montrer ça, c'est plus un tips qui vous sert, c'est comment est-ce que vous classez finalement toutes vos mesures. Je vais vous montrer. Je vais aller dans... Dans quoi je vais aller je vais aller dans Entrée des données. Je clique dessus et en fait je mets rien. Je vais marquer ici mesure, ça va être ma table des mesures, ok? Je mets charger. Là, vous voyez, ici, j'ai la mesure qui est arrivée, qui est tout en haut, et qui a en revanche le petit logo d'une table normale. Donc, c'est pas ce que je veux. Ici, mon AUM, je vais le prendre, et table principale, je vais aller le mettre dans ma table mesure. Il vient juste de débarquer ici, sur la droite. Et maintenant, ce que je fais, c'est que ma colonne 1, je clique droit, et je vais faire supprimer du modèle. Je fais OK. Et là, vous voyez, maintenant, ma table mesure s'est transformée avec une petite calculatrice. Elle sera toujours en haut, et j'aurai toutes mes mesures. Deuxième type, sur la UM ici, je vais aller dans ma vue de modèle, et ici je peux cliquer sur des dossiers, enfin créer des dossiers. Donc là par exemple, je vais marquer créer mon dossier AUM. Donc voilà, ça va être tout ce qui va concerner l'AUM, je vais l'avoir là-dedans. Ok? Donc c'est aussi pratique quand vous avez beaucoup de mesures à glisser, coller, etc. Je vais prendre ça d'ailleurs, je fais CTRL-C. Hop. Et là, ici, je vais en créer une nouvelle. Donc là, maintenant, je peux aller directement dans ma table. Je vais faire nouvelle mesure, clic droit. Et CTRL-V. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est quantité, mais je ne vais pas vouloir fois le prix de marché. Je vais vouloir fois le prix de revient unitaire fois mon taux de change à date. Ok. Là, il me met AUM. Là, je vais mettre AUM. Ou je vais mettre prix de revient à AUM. Hop là. Donc là, il se met bien là, et là, je le mets là. Vous voyez, il apparaît automatiquement par ISIN également. Donc très dynamique. Et bien sûr, après, je peux faire mon PNL. Donc au niveau du PNL, je vais faire l'AUM. Prix de revient. Je suis en train de me dire, en fait, pardon, comment est-ce que je le fais? Je vais faire l'un moins l'autre, tout bêtement. Je pense que ça doit marcher théoriquement. Nouvelle mesure. INL, ça va être égal à donc AUM moins prix de revient AUM. Je mets OK. Je me rajoute mon PNL. Donc là, on voit que j'ai le PNL, ça a l'air de fonctionner. Oui, ça fonctionne, super. Et enfin, il va me falloir le ratio. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien représente mon AUM sur les 112 millions en termes de pourcentage.
Donc ici, 33 millions, combien ça représente pour 112 millions? Je vais créer une autre mesure, nouvelle mesure, et là je vais l'appeler ratio. Et je vais lui dire, ok, tu es sympa avec toutes tes formules, mais dis-moi, est-ce que tu peux me diviser mon AUM par, je vais mettre la fonction calculate, qui me permet finalement d'ignorer des filtres. Donc, est-ce que tu peux me calculer cette fois encore mon AUM, en ignorant tous les filtres que tu as mis sur la table position. Est-ce que c'est bien ça? Attends, que je ne me trompe pas. Là, j'utilise la fonction all, et là, je mets position. Voilà, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais je sentais que ça n'allait pas. Est-ce que c'est bon ici? Je pense que je suis pas trop mal. On va voir. Eh bah oui, ça me paraît pas mal du tout. Je suis bien à 100. Maintenant, je vais juste ici mettre en pourcentage. Donc, je vais cliquer sur le petit truc ici. Et là, voilà, j'ai le ratio. OK? Donc là, j'ai déjà mes 4 mesures qui vont me permettre de faire un rapport qui est quand même pas mal, puisque bah, j'ai voilà, les valeurs qu'il faut. Hein. Donc là, si on y regarde de plus près, en revanche, on va avoir un petit problème quand même. Je vais vous mettre la date, et vous allez, je pense, assez vite comprendre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, nous sommes en finance, ok? Donc si je mets la date, je vais juste la mettre dans un format qui est regardable, cela c'est un peu embêtant. Hop, voilà. Et je vais prendre juste un seul titre, donc je prends le DE par exemple, je vais faire copier la valeur et je vais aller dans Code Easing ici, et je colle dans Rechercher. 5 451, c'est bon, c'est-à-dire le 2501 sur cette ISIN, je vais avoir un actif de 5 millions. Le lendemain, j'ai 5 201, donc j'ai une diminution de valeur, hein, donc il a diminué. Ok. 5 251, ok, etc., etc. Mais est-ce qu'à la fin, on peut dire que j'ai 31 millions d'actifs sous gestion? Bah non. Ce qu'il faut que je prenne, c'est la dernière valeur. Le 31 millions, il est faux. Là Power BI, il se trompe. Donc là, ce que je fais pour faire ça, c'est que je vais tout bêtement, pour régler ce problème-là, je vais classer mon rapport par date, ici, hein, et si jamais je veux la dernière valeur, bah, je regarde la dernière valeur, et je vais aller dans Total, hop, Toto, et je retire ma colonne de Total. J'en profite également là rapidement, au lieu de mettre ma colonne date ici, je vais créer avec vous une table date, donc je vais dans modélisation, je vais mettre nouvelle table. Ici, je vais mettre... Pardon, je regardais du coup mes emails. Ici, je vais mettre calendar, et oui, je vais mettre date plutôt, on sera plus simple, date, et je mets calendar auto. Ça va me faire automatiquement une table de calendrier. Je vais dans ma modélisation, je prends ma table date, je prends cette date-là que je vais aller positionner sur date du rapport. Il me dit est-ce que c'est ça que tu veux? Je mets enregistrer. Je vais juste aller sur ma table date sur les données, puisque là on voit que je suis en date heure. Je vais transformer ça en date tout court. Et voilà. Donc là il m'a mis les dates de 2026. Ok? Donc c'est bien. Ici je retire la date du rapport et je vais mettre directement ma table date que je mets également au format date. Hop, hop. Ok. Et je le mets aussi dans un format qui est regardable. Voilà, ça c'est fait. Ok, et maintenant, juste petite parenthèse expert pour vous montrer une formule qui vous permet justement de récupérer l'AUM, le vrai. Parce que si jamais ici je prends mon AUM et que je le mets ici dans une carte, par exemple, tac tac, si je mets une carte, il me dit 112 millions. Mais bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faux. Donc là, ici, il faudrait qu'il m'affiche 5 millions. Alors du coup, comment est-ce qu'on va régler notre problème de nos 112 millions? Alors déjà, je vais retourner là-dessus et je vais réafficher le total. Notre total qui est faux hein, pour le moment. On a 31 millions, on ne veut pas 31 millions. Donc on va créer une formule intelligente en DAX. Je clique droit, je vais faire nouvelle mesure. Et je vais utiliser la formule calculate couplée avec la formule last date. Donc je vais faire AUM et on va l'appeler AUM spot. Et là ici j'utilise calculate. Donc je veux calculer. Qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer ma mesure AUM du coup. Ma mesure AUM, comment je veux la filtrer? Je veux la filtrer avec ma fonction last date. Last date de quoi? Bah de ma table position.
J'essaie de trouver position et je veux la date de report. Je veux la dernière date qui me trouve dans position dans le report. OK. Je ferme 2 fois ma parenthèse, je mets OK. Je prends ça, je le glisse dans mon tableau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tac, 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 tac. 4 925. Il n'a pas additionné bêtement. Il est allé récupérer la dernière valeur. Et si je vais ici, dans ma carte, qu'est-ce que ça va me donner? 17 52. Ok, donc on va regarder ici si je retire mon filtre ISIN. 17 52. Donc il a bien récupéré la dernière valeur de l'ensemble. Ok, donc j'ai bien 17 52 d'actifs sous gestion. Donc ça, c'est la petite technique déjà pour pouvoir récupérer la dernière valeur, hein, la last date. Alors là, j'ai coupé la caméra parce que je suis allé rajouter des valeurs de 2027 sur ma table pour vous montrer également comment faire un year to date. Donc vous voyez ici, j'ai toujours mes 17 52, mais ma carte, maintenant, j'ai plus que 6 600 parce que ici, j'ai retiré mes 2027, mais si je rajoute mes 2 années 2027, je retombe sur mon 6 58. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est avoir un year to date. Vous voulez pas savoir où vous en êtes en PNL depuis l'antéchrist, depuis tout le temps. Donc là, par exemple, typiquement, vous voulez pas savoir, vous avez 9 468. Comptablement, vous en avez déjà encaissé. Donc vous n'êtes pas à 11 millions. Combien vous êtes finalement en year to date, donc depuis le 1er janvier 2027. On regarde comment est-ce qu'on fait. Pareil, je vais sur AUM, je fais clic droit, je fais nouvelle mesure. Et là, je vais faire une formule qui est simple. Je vais marquer PNL year to date. Et je vais dire que je veux le total year to date. Vous voyez, il y a plein de formules qui arrivent. Month to date, quarter to date, week to date et year to date. Moi, je vais mettre en year to date. Donc le total de quoi? De ma mesure PNL que j'ai calculé avant. Et je veux avoir ça sur ma table position. Donc position, il faut que je trouve la date. Date report. Je ferme, je mets OK, et je le mets dedans, et voyons voir ce qu'il nous donne. Il nous met 2 296. Et si maintenant je file donc uniquement sur mes 2 années 2027, yop, toum. 2 296, 2 296. C'est bien ce que j'ai sur mon année 2027 depuis le 1er janvier. Si je retire tout, lui, il va m'additionner tout le PNL qu'il fait depuis le 1er janvier 2026, enfin donc, en l'occurrence depuis le 25 janvier. Lui, en revanche, intelligemment, il va dire non, moi, je prends que ce qu'il y a à partir du 1er janvier. Il prend que l'année, en fait, en cours, depuis le 1er janvier. Ce qui est très pratique si si pour des raisons de reporting, vous avez précisément besoin d'avoir un year to date, quarter to date, etc., ça se calcule très très facilement, comme vous voyez, sur Power BI. Et on va passer à la dernière mesure expert que je vais vous donner. C'est si jamais on vient vous voir et on vous dit ok, donc là j'ai mon AUM, j'ai mon PNL, j'ai l'AUM spot, c'est super. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais le marché prend 10% ou le marché perd 20% sur mon AUM? J'aimerais pouvoir simuler une perte de 10% sur mon marché. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, toujours pareil, très facilement. Alors, on commence vraiment à être pas mal. Donc, on a nos chocs de marché qui sont ici. On a voilà, pas mal de chiffres. Il nous reste un élément de modélisation à finaliser avant de pouvoir attaquer le design général de notre dashboard. On va d'ailleurs attaquer directement ce design en faisant un petit plus ici. Je pars sur une table vide. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on va faire les deux à la fois. En tout cas, pour cette partie-là, on va prendre une jauge. Alors, je mets ma jauge ici, je la prends et je la mets au milieu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à traiter nos objectifs ici, hein. On ne les a pas traités. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nos objectifs, je vous le rappelle, ils sont ici. Ce qu'on veut, on veut que pour assurance vie, le max d'action par exemple soit 0,6 ou pour fonds sécure, le max soit 0,1. On va traiter ça au travers d'une jauge pour qu'on voit quelle est l'allocation en action. Donc on va créer déjà une mesure pour l'allocation en action. On va marquer alloc action par exemple. Et ici, on va faire un calculate. On veut calculer quoi? Le ratio. Le ratio en fonction de quoi? Du référentiel, quand la classe d'actifs va être égale à equity.
je crois que c'est equity. On ferme, on met OK. Et ça ici, dans ma jauge, je vais pouvoir le prendre et je vais le mettre dans valeur. Donc là, on voit qu'il y a 0,34% au global en equity. J'appuie sur pourcentage. Voilà, donc on a 33,78% en equity. Maintenant, ce qui me manque, c'est ma valeur cible. Donc je vais rajouter quelque chose pour avoir la valeur cible. Je fais nouvelle mesure. Et là, je vais taper objectif. Mon objectif, c'est quoi? Ça va être d'avoir calculate le max de objectif. Hop, 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 je mets OK. Donc j'ai mon objectif que je vais pouvoir mettre dans valeur cible. On voit qu'il apparaît ici. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va juste faire 2-3 petites choses au niveau du format, parce que là, ça ressemble pas à grand-chose. On va prendre ce format-là, là, enfin le remplissage, on va mettre un bleu nuit. On va mettre par exemple celui-ci, et en couleur de la cible, on va mettre en rouge. On va changer le titre, on va mettre actions, ce sont les actions réelles en pourcentage, VS, l'objectif. Ok, c'est plutôt pas mal. On met en centré, on va mettre une couleur d'arrière-plan aussi en bleu nuit. Le couleur du texte en blanc, on agrandit un petit peu. Et voilà, on a une jauge là qui est plutôt bien. On va regarder si ça fonctionne, parce que c'est quand même quelque chose d'important que ça fonctionne. Je vais prendre mes positions. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont ici. Et si je clique dessus, on voit que ma jauge ici ne bouge pas. Donc on va aller dans ma vue de diagramme. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que je n'ai pas créé de lien entre mes objectifs et ma table position. Je prends mon portefeuille, je vais le relier ici à mon portefeuille. Je fais la jointure, je fais enregistrer. Ma ligne ici, je ne la veux pas à sens unique, je la veux à double sens. Appliquer les changements. On retourne dessus. Si jamais je mets trésor, je suis vide. Si je mets fonds sécure, j'ai dépassé. Et si jamais je mets assurance vie, je suis à 18,56. Et pour l'ensemble, 33,78. Ok, on est plutôt bien. On pourrait même aller pousser le vice jusqu'à mettre ici dans les couleurs. On pourrait se mettre vous voyez, un petit FX, c'est ce qui me permet de mettre des mises en forme conditionnelles qui vont être basées sur une mesure. Donc c'est ce que je vais faire en fait. Ce que j'aimerais, c'est que quand ça dépasse, cette jauge là se transforme en rouge. Donc on va mettre couleur jauge equity. Bon, après on se doute que c'est equity, mais bon c'est pas grave. Là on va mettre une variable, donc la var actuelle, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler, ça va être donc alloc action. La var cible, ou la var max, c'est pareil, comment je l'ai appelé? Objectif, return. Et là, on va tout bêtement mettre une fonction if actuel supérieur à maximum. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais actuel est supérieur à maximum? Alors, on va utiliser... alors, si if, c'est pas maximum, c'est max. Ah, ici, max, il ne la prend pas parce que c'est déjà quelque chose. Alors, on va mettre target plutôt. Hein. Ok, et ici, je vais mettre target aussi, du coup. Là, ici, je dois mettre un code. Alors ça, je me suis noté par ailleurs. Donc ça, c'est 64 550. Ça, c'est pour dire que c'est rouge. Hop. Normalement, c'est ça. Je le mets entre guillemets. Ça, c'est pour dire donc du coup que c'est rouge. Ça, c'est si c'est hors limite. Ça a dépassé la limite. Et si jamais c'est pas le cas, il me faut mon bleu nuit, que je me suis noté aussi. Quand vous ne l'avez pas, en fait, vous allez dans couleur de remplissage et vous mettez la couleur et vous avez le code qui apparaît dessus. Là, je l'ai juste noté à côté parce que forcément, je ne l'ai pas retenu et je voulais pas... D'ailleurs, ça aussi, pour vos siens, il faut le noter à côté. Et là, ici, je mets le bleu. Et ici, je ferme ma parenthèse, surtout, c'est pas un truc comme ça. Hop, là, normalement, je pense que je suis pas trop mal. Ça a l'air de fonctionner. Maintenant, je vais sélectionner ça. Comme je disais, je vais dans mes couleurs et je vais dans FX pour couleur de remplissage. Ici, je vais mettre en fonction de la valeur d'un champ. Et la valeur de mon champ, je mets dans mes mesures et je mets ma couleur de jauge. Je mets OK. Ah, le bleu ici me convient pas, zut. Mais en revanche, le rouge fonctionne. Et ben, je vais pouvoir vous montrer exactement ce que je disais. Tant pis, je voulais pas, mais...
on va dans couleur cible. Si je prends par exemple celle-là, et que je vais autre couleur, ici j'ai le code en fait qui apparaît, donc c'est ça que je vais aller récupérer. Je fais CTRL-C, je n'avais pas noté le bon du coup visiblement tout à l'heure, ici je remets mon rouge, je vais dans ma couleur ici, et pour mon bleu, je remets celui que je viens de copier. Là normalement, on a à nouveau notre bleu nuit, et vous voyez quand je clique dessus, hop, la barre ici change. Je sais pas, si jamais comme je le mets en rouge, je vais encore faire un dernier changement. La target, il faudrait que je la mette dans une autre couleur. Yep. Voilà, on voit pas beaucoup. On va mettre un espèce de rose comme ça, et on va voir si ça fonctionne. Oui, au moins on le voit comme ça. Et là, on le voit aussi. Donc c'est pas si mal. Ou alors, d'ailleurs, je vais plutôt faire l'inverse. Donc, désolé. La vidéo va durer un petit peu plus de temps parce que je n'arrive pas à m'y faire sur les couleurs, donc si ça vous embête, eh ben, n'hésitez pas à avancer. Bon, je vais le laisser comme ça. Ok, donc là on a notre rouge, on voit que ça fonctionne bien et il ne nous reste plus qu'à faire le design. On va donc se faire maintenant le visuel. Donc alors moi je me dois avouer que sur mon cahier, je me suis fait mon petit dessin de comment est-ce que j'imagine le truc à la fin. Parce qu'en fait, si je le fais sans designer dans mon esprit l'aspect général du tableau que je veux avoir, ça va pas le faire. Donc déjà, je prends ça je le vois qu'il est joli, donc à mon avis, je vais le mettre plutôt ici, mais je vais pas commencer par ça. Je vais insérer un bandeau, ça c'est quelque chose que j'aime généralement bien faire. Je le mets tout en haut, comme ceci. Je vais changer, c'est dans quoi? Je vais changer la couleur, je vais mettre un bleu nuit encore. Autre couleur ici, je vais utiliser yop, E293B. Donc là ici on a un bleu nuit. Ensuite je vais insérer une zone de texte. Ici je vais faire mon logo, Bolt Advisory, que je vais mettre en jaune, comme je fais souvent sur mes vidéos. Bon, c'est pas le jaune le plus extraordinaire du monde, mais c'est pas grave. Je mets en 12, en italique. Hop, et je vais essayer de l'amener là-haut si j'y arrive. Je n'y arrive pas visiblement, voilà. Je veux aucun remplissage. Effet. Non, c'est pas ici. Ah si, arrière-plan, voilà, hop, donc aucun remplissage, voilà, c'est mieux. Et je vais le mettre plus en bas à droite. Comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit logo. Maintenant, je vais prendre une zone de texte également pour le titre du graphique. Pareil, je le mets ici. Hop. Hop. Hop, ici, on va l'appeler analyse d'exposition, par exemple. Analyse d'exposition. Je vais mettre ça en blanc, ça me paraît pas mal. Analyse d'exposition, on le met comme ça. Hop, ici, je vais mettre aucun remplissage. Donc pareil, je vais dans Effet. Je retire mon arrière-plan. Je vais le mettre peut-être en italique. Je vais mettre en Arial Black. Arial Black, il est là, hop. Voilà. Bon, après, là, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Ok, donc là, déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, je verrai après. Je vais mettre des cartes, sûrement. Ok, donc là, ici, c'est bon. Il va me falloir aussi des filtres pour que je puisse filtrer tout ça. Donc, je prends à nouveau ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le descends. Je vais... Oh, pardon, je vais le basculer sur la gauche, comme ceci. Et vers le bas. Je le remonte un petit peu, ça je le mets au premier plan, format avancé, mettre au premier plan pour qu'il soit par-dessus l'autre, et je n'avais pas vu, j'ai des bordures quelque part, je retire les bordures, celui-là aussi, je retire les bordures. Voilà, donc là ici c'est plutôt bien, je peux reculer de nouveau celui-là, afficher, autrement je vois plus mon titre. Voilà, ça y est, là on est plutôt pas mal. Ici, je vais mettre donc mes filtres. On va mettre un premier segment, ici.
Et hop, je vais le mettre ici, et là-dedans, je vais me mettre mes portefeuilles, pour que je puisse filtrer par portefeuille. Donc je prends mon portefeuille de ma table, position. Donc là, ici, vous voyez, je l'ai. Et je vais le mettre sous forme de liste déroulante. Je vais retirer aussi tout ce qui est... d'ailleurs, est-ce que je vais mettre ça? Ou je vais mettre plutôt... Comme j'en ai que 3, je vais mettre le nouveau filtre, là, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et voilà, celui-là. Ici, je vais modifier ma disposition. Je veux une seule colonne. Voilà. Et sur les portefeuilles, je retire tout ce qui est vide. Donc là, on commence à avoir un filtre qui ressemble à quelque chose. Il est un peu gros, je trouve, pour les valeurs. Ça fait un peu gros, donc je vais diminuer mes valeurs. Yop. Voilà, là, comme ça, on arrive à lire tout. Je ne veux pas non plus... Est-ce que je veux le titre? Non, je ne veux pas de titre. Je ne veux pas d'arrière-plan. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal pour notre filtre portefeuille. Ok, si je clique là-dessus, on voit comme la jauge fonctionne bien, donc ça c'est cool. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, je veux un autre filtre sur ma date. Hop, donc je vais faire là pour le coup un filtre classique que je vais mettre ici. Hop là, et je vais mettre ma date dedans. Yop. Voilà, donc j'ai ma petite jauge qui apparaît automatiquement. Pour le titre, on va pas le mettre ici, il est où mon titre en tête du segment? Je vais pas le mettre en tête du segment en fait, je vais pas le mettre dans tête du segment, on le voit bien que c'est la date, je pense, ça sert pas à grand chose. En revanche, je ne veux pas d'arrière-plan. Et on va mettre, non c'est pas ici, les valeurs, voilà c'est là, j'aimerais les avoir en blanc. Voilà, c'est plutôt pas mal, donc ici je peux modifier comme je veux, c'est cool. Et qu'est-ce que je me suis marqué? Je veux le paramètre aussi, donc le fameux qu'on a mis ici, je vais faire CTRL-C et CTRL-V, ne pas synchroniser, mais vous pouvez synchroniser bien sûr tous les filtres entre eux si vous le désirez. Je le mets ici, où là je vais avoir donc ma petite jauge que je peux faire bouger entre moins 50 et plus 50 pour mon choc de marché. Donc mon en-tête de segment, je vais le mettre en blanc, parce que après je vais retirer mon arrière-plan. Arrière-plan, où je mets en noir comme ça, voilà, choc de marché, c'est plutôt pas mal. Je retire mon arrière-plan. Je vais mettre mes valeurs en blanc. Hop. Voilà. Ok, c'est pas mal, j'aime bien. Donc ça, j'ai mon choc de marché, j'ai mes dates, j'ai mes portefeuilles, je vais juste espacer un peu tout ça. Ok, peut-être que je changerai d'ailleurs les couleurs de celui-là pour que ça aille bien. Ici, je vais me mettre des cartes. Alors, cartes, hop là, voilà, je mets les cartes. Et qu'est-ce que je veux? Je veux mon AUM spot. Alors, où est-ce qu'il est l'AUM spot? Mesure, il est là-dedans. AUM spot. Hop là. Hop là, donc je pense que je le mets en gros, on va changer après. Il va me falloir mon PNL. Je suis en train, est-ce que je mets le year to date ou non, je vais mettre le PNL global. Le PNL et mon exposition en action. C'était ça, allocation action, je me souviens plus. Quelques trash, oui, c'est ça. Et mon exposition en action. Ok, c'est plutôt bien. On va mettre en forme ces petites cartes aussi. Hop, je vais mettre dans les effets, je retire mon arrière-plan. Ou je mets un arrière-plan au contraire. C'est pas une question ça. Non, je vais retirer l'arrière-plan. Je retire l'arrière-plan. Sur mes cartes ici, je vais mettre... J'avoue, je sais pas trop comment est-ce que je vais les placer, mes cartes. Je vais mettre en centré. Disposition. Alors, taille de légende. J'ai pas de légende, donc on s'en fout.
Donc ici, on va retirer les bordures. En arrière-plan, on va mettre peut-être un petit bleu nuit comme ça. Ou non, celui que j'ai mis là tout à l'heure, il était... non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Autre couleur, on va mettre le même que je me suis noté, donc le même que le titre, hein, que je trouve plutôt pas mal. Donc c'est 1E293B. Ok, donc là on est bien. Alors maintenant, il va falloir que les valeurs... Je mettrai... non, je sais pas, non, je ne peux pas mettre de barre d'accentuation. Je suis en train de chercher où je mets les valeurs, en fait, je n'arrive pas à trouver l'endroit où je change. Je vais finir par le trouver, hein, border divisé arrière-plan. C'est pas possible ça. Là-dedans alors, mais je pense pas, normalement ça c'est général, donc objet visuel. Donc ensuite je vais changer les valeurs, je vais mettre ça en blanc, donc les valeurs on les trouve, on les trouve où? Dans légende, valeurs, et je les mets en blanc. Ok, ça a été dur, je le mets en centré. L'étiquette, on va changer, on va peut-être mettre un gris un peu plus, voilà. Hop. Ça me paraît pas mal du tout. Quand je clique, vous avez vu comme ça changer, comme c'est plutôt pas mal. Ok, donc là, moi, ça me plaît plutôt bien. Ça, je vais le diminuer, c'est un peu gros pour le moment. Mais bon, je ferai après la mise en forme finale derrière. Donc là, c'est bien. Maintenant, il va me falloir un donut. On va mettre un petit donut. Je vais mettre ici, par exemple. Hop. Oui, on va le mettre comme ça, c'est plutôt pas mal. On va mettre dans ce donut la UM spot en valeur. Et je vais mettre mon référentiel. Il est où? Il est où? Voilà, par exemple, par classe d'actifs en légende. Voilà, ça c'est bien. Après, en revanche, il est tout moche, donc bien entendu, il faut que je règle différentes choses. Le titre, donc AUM par classe d'actifs, ça c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre au centre. Je vais mettre en blanc et ma couleur d'arrière-plan, mon fameux bleu nuit plutôt, je préférerais. Voilà. Les couleurs ici, c'est absolument infâme, faut avouer quand même. Donc je vais aller sur ma légende. J'aurais la mettre déjà en bas, centre bas comme ça, je trouve que c'est déjà un petit peu mieux. Les couleurs de cette légende, c'est absolument horrible aussi, donc on va essayer de changer ça. Alors le fixed income, on va le mettre dans le bleu nuit, là toujours pareil. Non, le fixed income, c'est celui où il faut faire attention, donc on va mettre un petit rouge pâle comme ça. Le cash, c'est toujours bien d'avoir du cash, non? On va essayer de mettre un... Dans les bleus, on va mettre un bleu comme ça. Et les bonds, enfin le fixed income, on va mettre un bleu comme ça. Alors c'est les equity ici. Bon, je me suis loupé, voilà. Maintenant qu'on a ça, il nous reste plus qu'à mettre une petite carte ici et un TCD en bas. Donc ici, on va s'occuper de la carte. Le problème, c'est que je n'ai pas le pays. Donc je vais aller le rajouter tout de suite. Je vais dans mes positions, je vais faire nouvelle colonne. Et je vais marquer pays. Et je vais utiliser la fonction switch. Et je vais dire, ok, est-ce que si jamais tu tombes sur le portefeuille assurance vie DIN, tu vas me mettre Italie, de manière arbitraire. Italie. Pour fonds euro sécure, on va dire que c'est un portefeuille français. Excusez-moi. Et enfin pour trésorerie, on va dire que c'est le trésor, elle est gérée par l'Allemagne. Hein. On va dire le portefeuille trésor, c'est l'Allemagne.
Je ferme. Est-ce que je vais bien tout marquer? Oui, j'ai l'impression que c'est bon. Tac, 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 ça m'a l'air d'être bon. Je retourne ici. Je vais mettre mon pays, enfin mon graphique ici. Et hop, je prends le pays et je vais le mettre dans emplacement. Là, il me dit que ce type de graphique, j'avais oublié, n'est plus supporté en gros, donc je mets changer de graphique, mais c'est pas grave, voilà, je l'ai. Je fais juste rapidement changer mes paramètres de titre. On va le mettre en centré, couleur de texte, blanc, arrière-plan, notre fameux bleu nuit, et voyons voir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, super, donc ça, je suis plutôt content, ça fonctionne bien. On passe au dernier pan qui va être la matrice, donc je clique sur matrice. Je vais le mettre ici, et là, on va se mettre les classes d'actifs, on va se mettre le nom de l'actif, et on va se mettre le secteur. Non, tiens, peut-être pas, on va plus mettre le type d'actif, allez hop. On l'a déjà ailleurs, le type d'actif, donc on va pas mettre, on va bien mettre le nom de l'actif. Ok, on va déplier tout ça. Ok. Ouf. Il faudra vraiment... Donc là, j'ai eu un petit problème d'encoding, hein, pour le coup, quand même, parce que c'est pas super, là, ce qu'il m'a mis ici. Les accents ne sont pas vraiment acceptés, j'ai l'impression. On va retirer ça, du coup, si je mets name, c'est quoi? Non, ça ne va pas. Bon, on va juste laisser ces deux-là. Le type d'actif, justement, j'ai hésité, c'est très bien. On va mettre en colonne, on va se mettre l'AUM spot. Et on va se mettre... allez, un PNL simulé, par exemple. Et le PNL year to date. Et l'AUM simulé aussi, allez hop, on va mettre tout ça. L'AUM simulé, super. Tout ça, c'est plutôt pas mal. On va changer les mises en forme, disposition, on va le mettre en forme tabulaire. On va répéter les étiquettes d'éléments. Je vais espacer un peu tout ça. Hop, hop, pour que ce soit toujours pareil, plus aéré. C'est déjà pas très aéré, faut avouer. Ok, alors maintenant, on va juste changer. Donc, on va mettre un titre. On va mettre... comment on va l'appeler? On va l'appeler matrice. Allez, hein. Très inspiré. Matrice des actifs. Couleur de texte blanc. Arrière-plan bleu marine. Centré. Ok, on est plutôt bien. Toujours pareil dans les grilles. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, on va rien changer ici. On est plutôt bien ici. Les valeurs. Retour automatique, non, ça j'aime pas quand il me fait le retour automatique, donc je le retire. J'aime pas la bande grise, je la retire. Ici les options, j'ai quoi? Non, ça j'ai rien. En tête de ligne, je vais retirer le retour. En tête de colonne, ça c'est bon. Sous auto des lignes, on va les laisser. Est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les retire? On va les retirer en fait. Ouais, on va les retirer, je trouve que c'est mieux comme ça. Et on va s'arrêter là. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est pas fou, mais ça fait le job. Donc voyons voir. Hop. On voit que ici le PNL change. Hein. On peut se mettre d'ailleurs. On n'a pas un PNL simulé à se mettre. Si PNL simulé, il est où? Il est ici. Ok. Et là ici, on peut essayer de se mettre une petite mise en forme conditionnelle quand même pour finir. Alors, donc, petite mise en forme conditionnelle ici. Je vais sur mon PNL simulé. Mise en forme conditionnelle, je vais mettre barre de données. Ici, je dis style de mise en forme, c'est une barre de données. Les valeurs uniquement, on va mettre sur le PNL simulé. On met une barre positive en vert, une barre négative en rouge et l'axe en noir. Je fais OK. On vérifie que tout fonctionne bien. Si je diminue, voilà, on voit que tout bouge bien. Et c'est parfait, notre dashboard est finalisé. Et voilà, mission accomplie. En moins d'1 heure, on a transformé des fichiers bruts en une application de pilotage robuste et automatique. Vous maîtrisez maintenant l'extraction de données, la modélisation et certaines alertes visuelles.
Essayez d'appliquer ça demain sur vos propres données, RH ou commercial ou gestion de stock. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que pour débloquer des scénarios de crise, comme par exemple le what if et le design avancé dont j'ai parlé, vous avez la version expert qui vous attend dans l'espace membre. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour les autres, c'est en pratiquant qu'on progresse, donc encore une fois, appliquez ça sur vos propres données. Mettez-moi des commentaires si vous êtes arrivé jusque-là, c'est quand même une vidéo de 1 heure, je ne sais pas si on a beaucoup d'entre vous qui seront arrivés là, mais je serai ravi de le savoir. Donc en tout cas, merci de votre attention, et passez au niveau supérieur, abonnez-vous.